Vérifier aux cheveux. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire consacré au SI Recherche et à Système d'information dédié à l'activité de recherche. Vous connaissez tous puisque vous nous avez réunis autour de ce thème, c'est qu'a priori, vous avez des idées sur ce sujet. Alors, pourquoi nous abordons ce thème et nous échangeons autour de ce thème? Les universités, vous le savez très bien tous, s'engagent dans une collecte d'informations plus fine pour piloter leurs recherches, affiner leur stratégie ou simplement rendre compte à leurs parties prenantes, comme les financeurs, de ce qui se passe dans les laboratoires et dans toute l'organisation. Alors, c'est donc avec un SI performant que l'on arrive à ces fins ou au moins à donner une vision plus fine de sa recherche. On rappelle que bientôt, en 2022, les UMR, les unités mixtes de recherche, devront fournir des données consolidées de gestion. Ça veut dire qu'il faudra tout simplement présenter des tableaux, des dossiers précis et clairs sur sa recherche. Alors, pour parler de la nécessité de réfléchir à la mise au point d'une solution pertinente, avec nous aujourd'hui, Monsieur Schopfel, enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lille et consultant indépendant du cabinet Ourouk, qui est un cabinet français de gestion d'information, c'est bien ça? Oui. Vous travaillez aussi sur tout ce qui est Current Research Information, tous les systèmes d'information européens et une harmonisation. Oui, oui. Et je suis membre du board Eurocris. Donc, Eurocris, voilà, c'est ça. Qui est l'organisme international. OK. Bertrand de Trembleur à l'Université de Namur, qui nous parlera aussi de l'expérience avec un SI, parce que ça fait depuis 2012 que l'université travaille, s'est équipée et a développé tranquillement, mais sûrement, la formation de toutes les équipes. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Et bonjour, depuis Namur. Moi, je suis à Paris, vous êtes à Namur. Jérôme Paredet, GS de l'Université de Grenoble, ancien du CNRS, si je puis me permettre de le rappeler, et vous avez travaillé sur le CapLab, dans le groupe de travail CapLab. Donc, vous aussi, vous connaissez bien ces sujets. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment un sujet qui aujourd'hui mobilise beaucoup les acteurs de terrain. Et j'espère qu'on va mettre à profit ces échanges pour partager ensemble les différentes visions, et elles sont nombreuses sur ce sujet. Et ce qui est intéressant, c'est que sur l'Université de Grenoble, avec toutes les composantes extrêmement éclatées en termes de statut et de structure, on verra bien comment justement arriver à une sorte d'harmonisation quand on parle d'information, puisque nous sommes dans un monde data-centrique. Ça veut dire qu'il faut bien faire remonter cette information pour piloter. Et celui qui représente depuis la Hollande, les Pays-Bas, Elsevier, Guillaume Oharan, notre partenaire de ce webinaire, Catherine Rota également, qui s'occupe des relations institutionnelles, qui nous dira un mot. Guillaume, vous travaillez également vous avez fait le tour du monde, si je puis dire, déjà, on le rappelle. Donc, c'est des sujets sur lesquels vous pouvez nous apporter un regard international. Et on parlera de sciences ouvertes également, parce que c'est un sujet que vous adressez aujourd'hui. Exactement, parce que je m'occupe je travaille sur la mise en œuvre d'un accord de sciences ouvertes aux Pays-Bas, où les systèmes d'information de la recherche sont une partie essentielle en fait, de la discussion. Eh bien oui, donc sinon vous ne seriez pas là. Exactement. Anne-Catherine, bonjour. Bonjour, Alors, Gilbert, bonjour à tous. Tout le monde vous connaît dans les établissements d'enseignement supérieur, vous promenez partout en France et peut-être en Europe aussi. En tout cas, vous allez les voir pour échanger. Un petit mot d'accueil parce que vous êtes notre partenaire sur ces webinaires thématiques. Merci Gilbert. Oui, en effet, nous sommes ravis d'être partenaires de Campus Matin pour ce webinaire sur un sujet système d'information recherche qui peut paraître assez peu drôle et qui touche pour autant à tellement de sujets critiques pour les établissements et les institutions, que ce soit en termes de reporting, de préparer son pilotage, de mieux se connaître, et également sur le plan de la visibilité et d'être capable de se faire connaître au monde. Et je ne parle même pas de rendre compte qu'effectivement, sur tous les aspects obligatoires qui vont se profiler. En tous les cas, je remercie chacun des panélistes d'avoir accepté de participer à cette session que nous allons certainement voir fleurir ensuite et avoir la restitution qui sera ensuite mise en ligne sur Campus Matin et aidera également. Merci. Anne-Catherine, on rappelle que tout le monde peut poser ses questions. Moi, je ferai le médiateur, si je puis dire, et je transmettrai les questions et on y répondra, puisque c'est aussi l'objet de ces webinaires. Le principe, c'est d'avoir un échange et un partage. Absolument, absolument. Et je suis très heureuse qu'on puisse avoir plusieurs personnes impliquées sur d'autres territoires que la France aujourd'hui pour avoir cette compréhension de ce qui se passe ailleurs. Vous mentionnez
Gilbert, je passe aussi pas mal de temps en Europe, notamment auprès de la Commission européenne. Donc, ce sont des sujets aussi, naturellement, qui en sont de plus en plus au cœur du sujet pour comprendre ce qui se passe, et en particulier sur les problématiques de circulation des savoirs, de mobilité des personnes, et j'en passe. Ouais, et la circulation, elle est compliquée en ce moment. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'un SI est important, puisqu'on s'affranchit des frontières et des distances évidemment beaucoup plus facilement. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Et une question, j'ai envie de dire, presque basique. Alors vous savez, on est des experts, que ce soit chez Newstant et Campus Matin, le partenaire. C'est des sujets qu'on traite évidemment au long cours, les matières de recherche. Et quand on pose la question alors à quelques personnes et qu'on mène une pré-enquête, on dit mais qu'est-ce que c'est un SI recherche selon vous? Et c'est pas si simple. Alors moi, j'aimerais qu'on commence par cette question. Qu'est-ce qu'un SI recherche? Guillaume, allez, à vous la parole pour commencer. Et puis après, on fera le tour de table pour savoir quelle vision on doit proposer. Oui, alors un SI recherche, très basique, c'est un outil essentiel pour piloter, pour ajuster sa recherche, sa stratégie de recherche. Et c'est vrai qu'on soit au niveau d'un établissement, d'une région, d'un pays. En fait, le SI recherche, c'est une sorte de, on pourrait, si on essaye d'utiliser une image, ça va être une sorte de poulpe qui va aller se connecter à toutes les données qui sont relatives à la recherche. Donc, on va aller se connecter à son système de RH, de finance, son répertoire institutionnel pour ses publications. On peut imaginer plein de choses, les données de financement également, les équipements, les prix. On peut vraiment en rajouter beaucoup. Et en fait, le SI recherche permet de prendre des décisions sur la base de chiffres. Et c'est vrai que c'est, comme vous le disiez, comme je pense qu'on va le répéter beaucoup aujourd'hui, c'est de plus en plus important et c'est de toute façon demandé. Et là où moi, je mets l'accent, j'aimerais mettre l'accent aujourd'hui, c'est vraiment que on parle également beaucoup de sciences ouvertes depuis des années, mais ça s'accentue. Et c'est vraiment, le SI recherche va être essentiel dans le développement de la science ouverte pour partager l'information et pour interconnecter en fait les différentes pièces ou les différentes sources d'informations qui sont liées à la recherche. Et quand on a préparé, vous me disiez, aux Pays-Bas, on est très très en avance sur cette thématique du SI recherche. En fait, les Pays-Bas ont ont développé leur propre SI recherche il y a des années. Vers 2013-2014, ils se sont rendus compte que ça commençait à être un peu compliqué à mettre à jour. Donc, chaque université a fait des appels d'offres pour acquérir un système d'information, on va dire, par une entreprise externe. Et aujourd'hui, donc les 14 universités de recherche ont chacune un SI de recherche. Le financeur, Canavée, donc l'Académie royale de recherche des sciences a également un SI de recherche. Les centres médicaux ont eux-mêmes leur SI de recherche. En fait, quasiment tous les acteurs séparément ont un SI recherche. Et aujourd'hui, il y a des discussions dans le pays pour avoir une base de données nationale, une sorte de SI de recherche nationale. Ok. Alors, on va continuer notre petit tour de piste avec M. Schopfel. Alors, vous disiez, vous étiez sur Eurocris, qui est alors CRIS, Current Research Information, mais aussi le RIM, Researcher Information Management. Bref, tous ces acronymes, c'est de l'information qu'on collecte, qu'on fait remonter, qu'on essaye d'homogénéiser, et ça participe au SI recherche. Allez, débroussaillez-nous tout ça, M. Schopfel. Voilà, vous ne demandez pas à un enseignant de l'université de faire un cours sur un concept. Donc, on est encore dans 2 heures à discuter de ça. Mais moi, j'aime bien l'image de Guillaume des poulpes, parce que ça connecte partout. Il paraît que les poulpes ont le cerveau partout. Donc, c'est pas un endroit. Oui, il paraît que. Donc, c'est un cerveau qui est réparti à plusieurs endroits. Je crois que c'est assez spécial comme animal. Plus sérieusement, de manière très, très générale, très simple, c'est effectivement, comme disait Guillaume, un outil qui traite l'information sur la recherche et pas les informations, des données produites par la recherche. Des informations sur la recherche, ça veut dire que les informations aussi bien sur les structures que sur les personnels, sur les équipements, sur les résultats. Et après, c'est une question
de périmètre d'implémentation de systèmes aussi plus ou moins structurés, plus ou moins standardisés. Il y a des systèmes qui sont développés, disons, ad hoc, localement. Il y en a d'autres, et on a le meilleur exemple là dans le webinaire. Il y en a d'autres qui ont été développés par des startups qui sont aujourd'hui commercialisés et maintenus, développés par les grands acteurs de l'industrie de l'information. À Lille, vous en avez un, par exemple? Notre université, je crois que a son propre système, mais c'est un système, à mon avis, qui est amené à changer parce qu'on a fusionné il y a 3 ans à peu près, un peu plus de 3 ans. Et je crois qu'avant, chaque université se débrouillait avec ses propres moyens. Et je crois que l'intégration, un jour ou l'autre, ça va amener à avoir un outil probablement plus normalisé de ce qu'on a aujourd'hui. Alors, vous travaillez dans un cabinet de consultants, hein, je l'ai dit tout début, donc vous avez une vision large, puisque vous adressez des clients variés. La demande émerge, parce que c'est ça qui est en jeu, c'est-à-dire est-ce que tous les établissements ont bien pris conscience que c'est important Je crois que la demande, le besoin est là depuis des décennies. Donc, comme Eurocris existe depuis longtemps, et le CNRS, donc j'ai croisé parfois des anciens du CNRS qui se souvenaient que dans les années 80, début des années 90, il y avait déjà ce développement avec, non pas seulement la réflexion, mais déjà des outils qui étaient mis en place. Un débat sur les formats, c'est-à-dire que c'est tout ce qui permet de standardiser, normaliser, d'échanger aussi avec d'autres. Parce que donc, pour que ça fonctionne là, avec les poulpes et la connexion à gauche et à droite, il faut qu'il y ait un minimum d'interopérabilité, donc qui passe par une terminologie partagée, par un format que les différentes machines, entre guillemets, les différents systèmes peuvent comprendre, peuvent lire, peuvent échanger. Mais l'essentiel, je crois que pour terminer, vous m'avez demandé ce que c'était. Donc, il y a vraiment un cœur, c'est le traitement de l'information, et comme disait Guillaume à l'instant, donc normalement avec une finalité de pilotage, de coordination, de suivi, de reporting à plusieurs niveaux. Après, tout ce qu'il y a réellement dans ce système-là, donc, quand je regarde les enquêtes et les publications et quand j'entends dans les conférences ce que disent les uns et les autres, c'est vraiment extrêmement différent. Et puis, vous avez parlé des différentes terminologies. Donc, ça s'appelle autrement selon les continents, les pays. Et j'ai vu, par exemple, récemment une étude aux États-Unis ou de ce que nous on appelle les web analytics, de ce qui rentre par exemple avec Google, ce genre d'outil, donc est considéré aussi comme un système d'information recherche. Allez, on va passer la parole à monsieur. On va passer la parole à monsieur de Trembleur. Alors, vous, je le disais, depuis 2012, vous êtes engagé dans un système d'information, vous avez investi dans un système d'information, vous avez du recul, donc même si d'autres établissements l'ont fait, on aimerait avoir votre avis. Alors oui, effectivement, en 2012, à l'origine, on est parti sur un système qui permettait de collecter les résultats de recherche, d'où le choix d'Atira à l'époque, qui était une start-up danoise, qui a été reprise par Elsevier par la suite. Et en fait, est venu se greffer au fur et à mesure de l'évolution toute une série d'autres flux d'informations qui existaient déjà à l'intérieur de l'université, au niveau des ressources humaines, au niveau des finances, au niveau des sources uniques d'informations que sont les organisations, les personnes, et tout a été développé avec une optique très précise qui était de réduire la charge administrative de nos enseignants et de nos chercheurs. On est une très petite université, au niveau belge on est une des plus petites avec Mons. On a 5700 étudiants pour un gros millier de chercheurs.
enfin de personnel, recherche et académique. Et donc effectivement, pouvoir optimiser la charge administrative de nos chercheurs, c'est fondamental pour permettre une recherche de qualité. Et donc on a pris une optique dès le début qui est de dire quelque chose qui était encodé ne doit jamais être réencodé. Donc, par exemple, un utilisateur ou une personne existe quelque part dans le système d'information. Il est inacceptable dans le SI Recherche de ne pas avoir cette information. L'appartenance à un groupe, à un laboratoire, à une organisation existe quelque part dans l'organisation. Elle doit de facto être disponible dans le SI Recherche. Une publication qui est encodée par un auteur doit d'office être disponible pour ses co-auteurs. Un projet qui est encodé par la cellule de gestion des projets de recherche doit être disponible pour l'ensemble des gens qui vont y travailler. Et cette approche-là a permis en fait de rester à un encodage unique pour la majorité des objets qui concernent la recherche. La conséquence de ça aussi, c'est qu'en fait, en pouvant lier ensemble dans notre SI recherche les différents types d'objets qu'un chercheur rencontre, une publication, un jeu de données, un projet, un bailleur de fonds, que sais-je. En fait, en pouvant lier tout cela de manière intelligente, ça nous offre effectivement des très grosses possibilités de reporting, et notamment de reporting vis-à-vis soit des bailleurs de fonds, soit de la communauté scientifique au sens large, en permettant la promotion des recherches. Et un mot aussi, parce que vous m'aviez dit, on l'a installé en 2012, on a consacré 3 ans à la formation, et j'ai envie de dire, ça fait 5 ans que votre SI est opérationnel. C'est intéressant, ça, c'est-à-dire que le temps est long quand on met en place quelque chose. Oui, le temps est long, oui, forcément, parce qu'en fait, on change les habitudes des gens. Donc, à partir du moment où on change les habitudes d'utilisateurs, il y a un cycle d'apprentissage qui est relativement long. Or, on a la chance de travailler sur une plateforme qui est facile d'abord. C'est pas, moi, j'ai toujours tendance à dire à mes utilisateurs, utiliser Pure, c'est pas rocket science, quoi. Donc, il faut juste être capable d'utiliser une plateforme de type Facebook pour pouvoir rentrer dans Pure. Et ça c'est un énorme avantage en termes d'interfaçage pour l'utilisateur. Par contre, derrière, il y a toute la problématique de modification des habitudes de nos utilisateurs dans le fait de « Ah, je découvre une publication sur Scopus, poum, je pense à l'importer dans Pure » ou « J'ai de la chance, elle était importée directement. » J'ai signé un nouveau contrat, je n'ai pas suivi les règles normales qui étaient de passer par l'administration de la recherche pour le faire signer par le recteur. Mon contrat n'existe pas dans Pure. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les règles normales l'auraient permis de l'avoir. Donc, il y a toute une série de nouvelles habitudes à prendre pour nourrir correctement le système d'information. Mais vous, quand on préparait, vous me disiez, moi, c'est de la réglementation, c'est-à-dire que l'évaluation, c'est aussi la capacité à se servir de cet outil. Racontez-nous comment vous avez mis en place ça. Ah bah, il y a eu deux leviers qui ont aidé à pas forcer, parce que c'est un mot que je n'aime pas, mais en tout cas à montrer la valeur de l'utilisation de l'outil. Le premier outil, c'est un mandat institutionnel qui était décidé par le conseil d'administration, disant que seules les publications présentes dans le dépôt institutionnel peuvent être utilisées pour des demandes de promotion. Donc chez nous, les académiques ont droit à devenir prof ordinaire après un certain nombre d'années, ils doivent déposer un dossier de promotion. Eh ben, leur liste de publication est extraite du dépôt institutionnel. Tout ce qui ne s'y trouve pas est juste réputé inexistant. Donc, c'est un levier utile. Ça a fait râler ? Ça a fait râler ? Non, pas tant que ça. Pas tant que ça. C'est passé de manière raisonnablement neutre. Et bon, évidemment, les gens avaient les outils pour le faire. Hein. À partir du moment où les gens ont un outil facile pour générer leur liste de promotion, c'est 2 clics pour le faire. Ça ne leur pose pas de problème d'avoir ce genre de contraintes. Maintenant, tous les ans, j'ai encore un académique qui me recontacte en disant « Ah, j'ai oublié les 3 dernières années de publication, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Bah, évidemment, on est une petite unif, donc on peut facilement aider les gens. Ça a aussi des avantages. Le deuxième levier qu'on a utilisé, c'est le côté activités scientifiques qui sont relativement dures à collecter et qui, en Belgique, ont un impact taxatoire important. En fait, il faut savoir que dans la loi belge, quand on parvient à prouver l'aspect recherche d'une personne, on a droit à une ristourne importante de son précompte professionnel, donc qui est la partie d'impôts payés par l'employeur. Ah, mais vous connaissez le système de précompte en France aussi maintenant, il n'existait pas avant. Et donc, c'est super important pour nous de pouvoir prouver que des chercheurs participent à des congrès, présentent dans des séminaires, font des projets de recherche, encadrent des thèses, ce genre de choses. Et donc, il y a une
une pression forte pour que ces activités-là soient présentes dans le SI. Et donc maintenant, par exemple, les secrétariats ne remboursent plus des participations au congrès si l'activité n'a pas été décrite dans le système d'information. Okay. Et donc voilà, de nouveau, c'est une simple mesure qui fait que c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut quand même faire converger tout le monde vers le même outil. Monsieur Paré, alors vous êtes, si je peux me permettre, au bout de la chaîne, puisque c'est vous qui récupérez les datas. En termes, le DGS, il gère, on est bien d'accord, hein, il s'occupe de la gestion, que tout soit bien. Alors, il y a des problèmes de cohérence, d'harmonisation, d'interopérabilité de toutes les sources d'information, j'imagine. Qu'est-ce que c'est pour vous, le gestionnaire d'université, d'un ensemble universitaire, un SI? Alors, un SI recherche, effectivement, dans sa dimension gestionnaire, c'est quelque chose, si on part vraiment du socle, qui permet d'avoir une visibilité et une visibilité consolidée. Hein. C'est un enjeu aujourd'hui dans le système de recherche français basé sur les UMR, des financements, des ressources dont dispose une structure de recherche, que ce soit les ressources humaines ou les ressources financières récurrentes ou contractuelles. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose, ça paraît une évidence de le dire, et ça c'est en train de devenir une obligation réglementaire. Pour autant, on n'est pas tous outillés correctement de ce point de vue-là. Donc ça, je dirais que c'est le commencement, parce que du point de vue de la politique d'un établissement et d'un gestionnaire d'établissement, c'est ce qui permet de prendre des décisions d'allocation de ressources de façon éclairée, équitable et comprise par les communautés. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. Maintenant, ça va quand même, et ça a été bien dit par les autres intervenants, ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que un système d'information recherche, même pour un gestionnaire comme moi, ça doit permettre d'outiller la stratégie, d'appuyer la stratégie et d'avoir une vision prospective, de permettre d'analyser, par exemple, à travers les origines de financement, les différents partenariats, que ce soit les partenariats avec les entreprises ou les partenariats internationaux, ou au travers des dynamiques de copublication entre nos laboratoires, d'identifier les directions ou les partenariats stratégiques qu'on aurait intérêt à développer. Donc ça, c'est le niveau supérieur. Et puis enfin, je dirais que là aussi, ça a été évoqué, mais toutes ces données, et j'aime beaucoup cette image du poulpe, hein, parce qu'on est vraiment, c'est toute la complexité du sujet, on est vraiment sur ce besoin d'aller chercher des données qui sont multiples, qui sont éparpillées. Néanmoins, à la source, il y a des personnes qui les produisent, et il est capital pour la réussite d'un projet de ce type que les producteurs de données adhèrent au projet, et qu'on ne vienne pas maladroitement surajouter une couche de travail alors que les chercheurs et enseignants-chercheurs se plaignent déjà beaucoup de la suradministration ou du caractère excessif de la charge administrative qui pèse sur eux. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, la condition de réussite d'un système d'information recherche, c'est que au-delà d'apporter des données, des informations utiles à la gouvernance de l'établissement ou à la tutelle, ça permet aussi de faciliter la vie des usagers sur le terrain. Ça, c'est assez primordial selon moi. Donc oui, c'est ça, c'est les deux axes. Hein. C'est faciliter la vie et pilotage précis de la stratégie. Parce que, évidemment, aujourd'hui, la somme d'informations est telle que vous ne pourriez pas piloter si vous n'avez pas cette remontée d'informations un peu optimisée. C'est ça vraiment l'enjeu qui émerge. Tout à fait. Tout à fait. Et alors ça passe après effectivement par ce qui a été décrit. Il faut arriver à construire un langage commun. Et ça, c'est là que les difficultés en pratique commencent. Et puis ça signifie aussi parfois, malgré tout, faire changer les pratiques pour faire rentrer les différentes parties prenantes dans ce langage commun et cohérent. Je vous propose de répondre aux questions qui arrivent. Déjà, j'ai beaucoup de questions à vous poser, évidemment. Moi, je pourrais rester 3-4 heures avec vous à vous poser plein de questions. Mais je vous propose de répondre aux questions de celles et ceux qui nous écoutent. Véronique Delvecchio, ainsi recherche selon vous intègre-t-il la dimension valorisation et innovation? Il n'existe qu'à partir des travaux de recherche. À mon sens, ce devrait être un SI recherche et valorisation que les universités doivent mettre en place et non un SI recherche strict. On voit déjà comment les périmètres commencent à se définir. Alors, est-ce que tout doit être dans une autoroute de l'information ou il doit y avoir des SI? Alors, il y a SI labo aussi, on pourra en parler. Qui va répondre à la question?
Oui, Allez, Jérôme. si je peux- Jérôme, si vous je avez peux levé la me main et permettre, je dirais la réponse est évidemment oui. Un SI recherche aujourd'hui ne peut pas se concevoir en laissant de côté la dimension innovation et valorisation. Moi, j'ai tendance à dire que dans un SI recherche, ce qu'on doit trouver, on doit trouver les ressources. Je l'ai évoqué dans mon premier propos, mais on doit trouver les productions. Et les productions, c'est les publications, mais c'est aussi finalement les contrats de recherche avec des partenaires, ça peut être les brevets, et c'est même, si on peut se permettre d'aller aussi loin, c'est même les projets, parce que finalement, pour un chercheur, pour un enseignant-chercheur, rédiger un projet, même si derrière il n'est pas financé, c'est déjà, on peut déjà presque considérer ça comme une production. Et ici, sur le site de Grenoble, on a une attention particulière à un type de production spécifique et les demandes de financement auprès de l'Union européenne. Et on est en train de s'équiper. Alors là, on n'en parle plus de système d'information, mais bien d'un service soutien qui est là pour accompagner les laboratoires et les chercheurs pour aller porter des demandes de financement auprès de la Commission européenne. Qui va répondre, compléter la réponse de Jérôme? Moi, je peux compléter, en fait, parce que chez nous, en Belgique, on a la chance d'avoir la partie valorisation qui est en fait intégrée aussi à l'administration de la recherche, et on n'a pas, comme chez vous, des organismes externes de valorisation pour l'instant. Et donc, effectivement, la valorisation fait partie intégrante du SI Recherche dans son exploitation. Mais dans la partie, j'exploite les données qui sont effectivement dans le SI Recherche et qui contiennent les résultats. Et là, j'abonde totalement dans le sens de M. Paré en disant, bien entendu, les projets et surtout les dépôts de projets font partie intégrante de la problématique de valorisation et de réutilisation. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, nous, notre SI Recherche, effectivement, gère ces côtés dépôt et octroi, qui devient, en fait, un dépôt devient un octroi quand il est accordé par le bailleur de fonds, et il devient éventuellement un projet quand le contrat est signé. Donc ces trois options-là font partie de la partie interne du système d'information, qui ne sont évidemment pas visibles à l'extérieur sur le portail recherche, puisque c'est une information qu'on garde interne, qu'on pourrait rendre externe, parce que dans d'autres pays comme aux États-Unis, ils le font. Les montants sont donnés à l'extérieur. Joachim, Guillaume, on voit bien, hein, dès qu'on parle ici recherche, on peut parler de beaucoup de choses en réalité. Hein, oui, tout à fait. Donc le périmètre peut être très différent. Je crois que ce qui est le plus important, que les différents systèmes, s'ils sont séparés, communiquent. Et donc, on retombe là sur la question des formats de l'interopérabilité. Je crois que si c'est intégré, c'est intégré. Si c'est séparé, c'est séparé. Il ne faut pas que ce soit des silos. Guillaume, pareil, on voit bien que ces difficultés, c'est partout en fait, j'ai l'impression. Il n'y a pas qu'en France où on se pose ces questions. Non, les discussions, elles sont vraiment dans tous les pays. Hein. Mais juste pour rebondir sur le point qui est assez intéressant, c'est jusqu'où on peut aller dans un SI recherche. Et donc, on peut finalement aller depuis les sources de financement jusqu'à toutes les productions. Et là, ce qu'on est en train de... Aux Pays-Bas, ce qu'on essaie de faire, c'est on essaye plein de projets liés à la science ouverte, donc c'est assez intéressant. Et là, on a des idées de rajouter peut-être les inventions. Et donc là, on est vraiment dans cette idée de promouvoir plus que la recherche, vraiment d'aller sur du développement économique. Et donc, le problème, c'est que les brevets, c'est souvent très abscon. On essaie de cacher l'invention plutôt que de la montrer. Et donc, c'est très dur de promouvoir sa recherche à travers des brevets. Et donc, généralement, quand on veut faire comme ça de la promotion, on va écrire, on va présenter ses inventions. Et donc, quelque part, dans quelle mesure on ne pourrait pas aussi mettre ça dans les SI recherche, parce qu'on pourrait aller depuis la source de financement jusqu'à l'invention et pouvoir suivre comme ça ce qu'on a fait avec l'argent. Et donc, pour les financeurs également, c'est assez intéressant de se dire, on peut tirer la pelote et pouvoir montrer, bon, on a financé tel projet, ça a donné telle invention. Une question, est-ce qu'on peut poser la question qui est apparue là sous vos yeux, parce que c'est aussi une question de territoire et de périmètre. Est-ce que le SI Recherche peut être alimenté par des partenaires? Bien entendu, c'est Eva Salpatouros qui nous a posé la question. Et finalement, c'est vrai, quitte à donner toutes les informations, quelles qu'elles soient, autour de la recherche, de l'innovation, de la valorisation, est-ce que finalement des partenaires qui seraient partie prenante peuvent intervenir?
Qui veut répondre? Jérôme, Bernard. Bernard, C'est le cas aujourd'hui, hein. Nous, on a comme source d'information l'ensemble des indexeurs, Scopus, Web of Science, Archive, SOA, NASA, ODS, Medixclive, Medline, enfin voilà, tous les indexeurs qui existent sont disponibles aujourd'hui et donc nous permettent d'importer gratuitement, parce que c'est loin d'être gratuit, mais en tout cas c'est gratuit pour nos utilisateurs en termes de charge de travail, et donc c'est important aussi d'apporter ces informations-là. Mais on a aussi des sources d'informations pour l'ensemble des projets gagnés à la Commission européenne. Les octrois sont introduits automatiquement dans nos systèmes. Alors avec retard, donc en général on les a déjà créés, parce que nous, notre problématique, c'est avant la signature d'un contrat qu'on veut garder la trace. Et donc, c'est moins utile, mais ça existe. Les brevets sont introduits automatiquement. Les datasets, donc les jeux de données, sont importés automatiquement sur base d'un outil d'harvesting d'Elsevier, Data Monitor. Les opportunités de financement sont apportées automatiquement. Donc, il y a plein d'apports d'informations externes et c'est devenu une approche de beaucoup de joueurs du monde de la recherche de laisser cette information-là de manière programmatique. Qui veut répondre aussi à la question sur l'ouverture aux partenaires, Guillaume? Oui, en fait, ce qui est assez intéressant aussi, c'est ce que je disais, on peut avoir une approche qui n'est pas au niveau de l'institution, mais qui est au niveau de la région, par exemple. Donc, on peut avoir des SI recherche qui sont communautaires, où l'information qui va être introduite par un des membres peut être récupérée par les autres membres, peut être enrichie par les autres membres. Et donc, si je donne un exemple où vous avez par exemple un SI communautaire pour une région où il y a 3 universités, il y a une des universités qui va rentrer un projet de financement de la Commission européenne et qui va dire, moi j'ai un de mes partenaires, c'est l'université B. Et en fait, cette université va pouvoir récupérer le projet de financement sans avoir rien introduit parce que ça a été mentionné par un des autres partenaires. Et donc, on peut imaginer comme ça, au niveau national, des SI recherche où l'information est introduite par une personne et réutilisée par toute la communauté. Bon, je crois qu'on a répondu à la question. La réponse est oui, évidemment. Ce serait d'ailleurs, ça serait incompatible si la réponse avait été négative avec notre démonstration d'aujourd'hui. On voit bien que là, on est en train de démontrer comment un monde data-centrique. D'ailleurs, quelqu'un parlait dans les questions d'entrepôt de data et de choses comme ça. Et on voit bien que là, on est dans un monde. Alors, Jérôme, une question qui vous est destinée, ça fera réagir sans doute nos intervenants. Aujourd'hui, on parlait de data centrique, on a besoin de contrôle, de management. Je crois que ce mot, il est capital. Aujourd'hui, sans management, il n'y a pas vraiment une recherche, voire une stratégie qui peut se définir. Alors, je ne dirais pas que sans management, il n'y a pas de recherche, parce que quand même, c'est aussi la base, et les chercheurs, ils sont profondément attachés. C'est-à-dire que l'initiative de recherche doit fondamentalement être libre. Néanmoins, on veut aussi, et c'est l'émergence à laquelle on est en train d'assister en France avec les transformations de ces 10-15 dernières années, on voit émerger des opérateurs qui veulent développer leurs capacités stratégiques. Donc je dirais que l'enjeu, il est là, c'est sur la dimension stratégique. C'est comment on utilise les données de la recherche pour identifier des partenaires avec lesquels on veut aller plus loin. Et je dirais presque, nous, sur l'Université de Grenoble-Alpes, on est actuellement en train de se doter d'un CRM, Consumer Relationship Manager, parce que on veut aussi même, dans un contexte où on a des composantes académiques qui sont des écoles d'ingénieurs et qui ont une vocation naturelle à avoir des liens forts avec les entreprises, voir comment on arrive à croiser les dimensions de formation et de recherche pour identifier et puis l'intérêt des territoires, des pouvoirs publics locaux, pouvoir identifier les partenaires privés avec lesquels aller plus loin. Sur le plan international, finalement, on a à peu près la même logique. Voilà, comment on choisit nos partenaires stratégiques, ça c'est une question extrêmement importante. Et puis à une échelle plus petite, moi ça c'est quelque chose qu'un laboratoire m'avait montré, qui était extrêmement intéressant. C'était une analyse des copublications au sein même d'un laboratoire et qui avait pu mettre en évidence des dynamiques d'interdisciplinarité
et finalement démontrer factuellement les émergences disciplinaires au sein d'un laboratoire. Et ça, pour une université, c'est important de... Alors bien sûr, il y a toute la connaissance qualitative qu'on a parce que on est en relation avec nos communautés, mais plus l'établissement grandit, plus le besoin d'avoir une vision fine de ces éléments-là est D'ailleurs, important. Eva Tsalpatouros qui recommande, quand on parlait des partenaires, parler des RH et des financements. Jérôme, ce que vous dites, en fait, c'est que toutes les composantes de l'université doivent être pluguées, en fait, hein, y compris la gestion. Joachim, Bernard, un mot là-dessus aussi. Oui, donc bien sûr, ces systèmes doivent être interconnectés, puisque les données dont on a besoin pour coordonner, pour gérer, pour piloter la recherche, ils sont aussi dans le système des affaires financières avec les ressources humaines. Maintenant, je ne crois pas que ça soit nécessaire, ni peut-être non plus une bonne idée d'intégrer tous ces systèmes en un super système pour diverses raisons, à commencer par la question de confidentialité et privacy, comme disent les Anglais. Bernard, la question aussi sur toutes je veux dire, tous les supports, en fait. C'est là où je veux en venir, parce que vous avez beaucoup évoqué la recherche pure et l'activité de recherche, mais évidemment, les supports verticaux doivent intervenir à tous les moments aussi dans le SI Recherche. Oui, donc en fait, nous, interconnexion avec les RH, oui, d'office, parce qu'on en a besoin pour toute l'information. C'est notre source d'information officielle dans l'université. On n'a pas encore aujourd'hui la mise en place de la connexion vers les systèmes financiers, mais c'est plutôt lié à une maturité du système de gestion des finances aujourd'hui qu'à une maturité de la plateforme recherche. Donc, c'est pas de la faute des chercheurs, c'est de la faute des supports. Donc, on est d'accord. Ça commence, vous avez vu? Mais non, mais c'est un fait. Voilà. Et d'un autre côté, Jérôme, il y a vous avez pas... vu, hein, vous faites, ça y est, on vous dit que c'est votre faute à côté. Vous êtes souvent d'ailleurs pris pour cible. C'est souvent les systèmes qui ne fonctionnent pas. Hein, c'est les supports qui ne supportent pas. Mais je crois d'ailleurs aussi pour poursuivre la métaphore du poulpe, ce qui est particulièrement important, c'est que le poulpe puisse continuer à déplacer ses tentacules. Et donc, effectivement, moi, je rejoins la prudence quant à un système d'information qui viendrait figer les sources de données. Aujourd'hui, d'un point de vue pragmatique, on va plus vers des systèmes d'information décisionnelle qui sont en capacité d'aller chercher les données au bon endroit, mais de ne pas construire en dur des architectures trop rigides qui ne seraient pas suffisamment flexibles et adaptables à l'évolution des besoins. Mais et d'ailleurs, puisque j'ai vu passer dans les questions une interpellation qui m'était destinée sur le projet CapLab, la difficulté aujourd'hui sur ce projet-là, c'est que le risque de vouloir viser trop large et trop grand fait qu'après on ne sait plus faire en pratique parce qu'on vient buter sur les questions de référentiel, sur les questions de support, d'entrepôt de données, de taille mémoire. Et après, quand on essaye de voir en pratique comment ça pourrait marcher, au-delà des objectifs qui peuvent être partagés, on arrive à des difficultés techniques non triviales. Et d'ailleurs, quand on évoque tout ça, on voit bien qu'il y a des problématiques. Par exemple, on parle des SI labos, des SI recherche. Évidemment, tout ça doit marcher de manière cohérente, hein, Guillaume. Oui, forcément. Après, le concept du SI Labo par rapport au SI Recherche est très francophone. C'est-à-dire que on a en France cette spécificité du CNRS et d'avoir plusieurs parents au sein de structures de recherche. Ça existe un peu en Argentine, ça existe dans une certaine mesure dans les autres pays, mais honnêtement, c'est tellement francophone qu'on ne retrouve pas cette contrainte dans les autres pays du monde. Donc, je suis pas le mieux placé pour répondre à ça, parce que dans les pays avec lesquels j'ai travaillé, d'ailleurs, SI Labo, SI Recherche, est-ce que cette séparation est... je ne sais pas, me semble un peu étonnante, non, Jérôme ou Joachim? Alors, en Belgique, vous n'avez pas cette séparation, j'imagine. Oui, c'est ça, ouais. Mais de fait, elle n'a pas lieu d'être. Après, voilà, on est obligé de concevoir dans notre contexte très spécifique en France un système d'information recherche qui gère cette complexité administrative de la définition du laboratoire, l'unité mixte de recherche. Ça, c'est vrai que ça vient rajouter une complexité dont
pourrait aimer se passer. Mais bon, voilà, c'est Alors, une donnée aussi, en alors, quelque sorte. on peut parler productivité de la recherche, efficience du système quand on investit dans un système de recherche et évidemment d'un système d'information. Pour autant, messieurs, est-ce que ça coûte cher? Oui, ça coûte cher, évidemment, et il faut consentir un événement important, j'imagine, Jérôme, le financier de la maison, de notre échange. Même si tout le monde est sensibilisé. Un système d'information, c'est un investissement, c'est une infrastructure et vraiment structurante. Et donc, en tant que tel, c'est cher. Ça, et je pense que finalement, quel que soit le choix qu'on fasse, que ce soit un développement interne ou un achat auprès d'un prestataire, de toute manière, le coût est important. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut jamais perdre de vue. Et fatalement, dans mes fonctions à moi, c'est un paramètre particulièrement important. C'est particulièrement important parce qu'on voit aussi d'expérience que ce sont des coûts qui s'installent dans la durée, qui peuvent avoir tendance à croître naturellement et sur lesquels on a finalement assez peu de prise. Donc c'est vrai que bien réfléchir à la nature exacte de son besoin pour pas aller payer quelque chose qui aille au-delà de nos besoins réels et qui, pour le coup, nécessite un budget dont on ne dispose pas, c'est une question importante à se poser avant de se lancer. Oui. Même question pour Joachim. Oui. Oui, je répondrai comme un commercial. Donc, je dirais que c'est pas tant qu'une question de coût, sachant qu'il y a des différentes natures de coûts, direct, indirect. Mais je regarderai ça à plus long terme et sous l'aspect des retours sur investissement. Donc, d'une part, ce sont des systèmes qui sont faits pour baisser des coûts, justement, des coûts indirects avec la double, triple et saisie, tout ça. Tout le temps des contrôles, chaque fois qu'on saisit quelque chose de nouveau, on contrôle et puis, enfin, pas besoin de rentrer dans les détails. Mais aussi, c'est pour gérer un certain nombre de choses de manière plus efficiente. Et avec davantage. Alors, c'est pas combien ça coûte, c'est combien ça rapporte. C'est ça qui fait. Moi, je le prendrais même sur le combien vous économisez grâce à un SI Recherche, parce que il y a tous ces surcoûts de gestion que vous ne voyez pas en fait. Vous ne faites pas attention, mais le fait d'avoir à réintroduire la donnée tellement de fois, ou si vous regardez pour une école de commerce par exemple, ou les écoles d'ingénieurs, les accréditations, le nombre de personnes qui travaillent en permanence sur les dossiers de réaccréditation ou d'accréditation, c'est phénoménal. Donc, l'investissement que vous faites dans un SI Recherche vous permet éventuellement d'économiser sur ces postes-là. Donc, c'est toujours des balances. Et puis, il faut aussi voir que là, on a le point de vue français, mais dans certains pays, la question, elle ne se pose pas. Si vous prenez l'Angleterre ou avec l'exercice du REF, où ils récupèrent leur financement à travers des dossiers qui sont énormes, ne pas avoir un SI Recherche, c'est prendre le risque de perdre en financement tellement plus que ce que coûterait le SI Recherche. Alors justement, on va à l'école de commerce Rina Fandolea qui est de Neoma Business School. Est-ce qu'on peut avoir une évaluation approximative de la nécessité des RH en plus des coûts financiers? S'il y a un système, je ne sais pas, ça coûte quelques millions. C'est-à-dire qu'il y a combien de personnes derrière qui gèrent ce SI Recherche? Jérôme, Bernard, chez Il n'y a pas de réponse univoque à cette question-là, parce que quand même, ça dépend fondamentalement d'un choix initial entre acheter ou faire développer, externaliser finalement la fabrication du système d'information. Donc ça, déjà, c'est un choix et qui a un impact sur les ressources humaines à y consacrer. Après, comme tout investissement, c'est vrai pour un système d'information, mais c'est vrai pour un équipement scientifique. Il faut s'interroger sur le nombre de personnes nécessaires derrière pour le faire fonctionner. Donc, maintenance en conditions opérationnelles et puis alimentation, parce que les données, elles se génèrent pas toutes seules. Donc ça, c'est des questions à se poser. Et d'ailleurs, c'est là, je reviens sur l'échange qu'on vient d'avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les potentialités du big data et finalement la diversité des données qui seraient accessibles, si on arrivait à interfacer les différents systèmes, on peut aller très très loin. Et donc la question du retour sur investissement est aussi importante. C'est-à-dire que évidemment, on pourrait imaginer un système qui permette tout un tas d'analyses croisées, mais arrive un moment où les personnes nécessaires pour faire toutes ces analyses,
il faut, voilà, il faut vraiment mesurer, essayer d'évaluer le retour sur investissement. Ok, on voit bien que. Alors, on parle même approximativement, hein, disait Irina dans sa question. Hein. C'est une personne, c'est deux personnes, mais bon, voilà. C'est plus compliqué et pas aussi simple que cela. D'accord. Ça présume d'une maturité, en fait. Ça présume une maturité des systèmes en place, de pouvoir mettre en place un système d'information. Oui. Recherche. Et donc, en fait, moi, je suis incapable de vous dire aujourd'hui, le système d'information recherche coûte 10 personnes. C'est pas vrai. Je suis tout seul dans mon équipe. Donc, mais à côté de ça, en début d'installation de la plateforme, il y a eu une équipe avec moi. À partir du moment où la plateforme vit, j'ai délégué un certain nombre de rôles, notamment vers la bibliothèque. Chez nous, la problématique des bibliothèques en Belgique est encore différente de la France. Hein. Mais la bibliothèque chez nous, aujourd'hui, s'occupe de toute la partie résultats de recherche en termes de validation et d'import. Donc, toute cette partie-là, moi, je ne dois plus m'en occuper. J'ai la cellule projet chez nous qui s'occupe de tout l'apport, contrat, relations bailleurs de fonds, opportunités de financement. Et donc, finalement, je retrouve dans un rôle de tête du poulpe, puisque les intelligences sont déplacées, donc ça va Guillaume, très bien. vous avez fait fureur avec votre poule. Et donc, effectivement, aujourd'hui, le coût RH n'est pas énorme sur notre SI, parce que tout est délégué dans les départements. Mais au moment de la mise en place, ça peut être beaucoup plus élevé. Après, sur la question de l'investissement financier ou pas, développement ou pas, nous, c'était un choix de ne pas vouloir dépendre de quelques informaticiens pour la survie du système. Aujourd'hui... Non, mais ça répond à la question d'Irina, c'est assez drôle. Là. Je trouve que c'est ce que dit Bernard répond totalement à la question de la personne indispensable. Ah non, il vit très bien le système sans moi. Hein. Pendant que je suis en réunion, le système vit, il n'y a pas de souci. Je pense que s'il t'arrivait quelque chose, Bernard, les gens seraient quand même très tristes. Oui. Et je pense que le système bloquerait un petit peu, il aurait besoin d'un peu d'aide. Mais par contre, il n'y a pas, on a ce risque effectivement quand on développe son propre système d'être dépendant des créateurs en fait, qui connaissent parfaitement le système et si eux s'en vont, là effectivement il y a ce risque-là. C'est exactement pour ça qu'on n'a pas pris un système développé à l'intérieur. Le système précédent était développé en interne et on avait une forme de chantage des informaticiens qui négociaient des augmentations de salaire. Ah, vous avez ça aussi ? Bah oui. Ça, c'est sûr que la fragilité des équipes de développement dans un contexte aussi où, selon où on se trouve, on peut être plus ou moins attractif pour s'attirer ces talents-là. C'est vraiment un paramètre clé dans les décisions à prendre. Après, à contrario, et c'est un autre élément à apprécier, lorsqu'on se tourne vers un fournisseur à l'extérieur, il faut être attentif à ce que le produit réponde bien à nos besoins et soit suffisamment adaptable, parce que c'est jamais satisfaisant de se voir imposer une évolution des processus parce que le système d'information qu'on a acheté est construit de cette façon-là. Donc voilà, il y a toujours une balance à trouver entre ces éléments. Une question sur le stockage, parce qu'en préparant, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de sujets sur cette notion. J'aimerais savoir si c'est un point irritant, un point compliqué à gérer ou c'est un point à anticiper, évidemment. En préparant, j'ai croisé quelques confrères de Jérôme qui me disaient on devait être accompagné là-dessus par le ministère. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Et là, il y a aussi un trou dans la raquette. Jérôme, au lieu de hausser les épaules, répondez. Oui, alors après, la question mais ça dépasse largement finalement le SI recherche. La question de la très grande disponibilité aujourd'hui de données. Alors, si en plus on va sur le champ science ouverte, où on peut aller jusqu'à la mise à disposition des données brutes de la recherche. Alors là, on rentre dans une vraie problématique de stockage. Or, on est aussi tous plus ou moins en train de s'engager dans des politiques RSE compte tenu de des préoccupations environnementales bien naturelles. Et là c'est pareil, il y a des arbitrages à prendre sur ces sujets-là qui sont pas simples. Et donc oui, des données, oui, mais pourquoi faire, en quelle quantité? Est-ce qu'il faut stocker des données brutes ou est-ce qu'il faut stocker des données retraitées, simplifiées? Ça pose beaucoup de questions. Messieurs, un avis chez vous, Bernard, comment on fait le stockage?
En fait, la problématique de stockage d'un système d'information, tant qu'on reste au niveau de métadonnées, n'est pas problématique. Ouais. Le vrai problème, c'est quand on descend effectivement dans les données de recherche. Donc aujourd'hui, nous, on n'a pas de solution uniforme pour la gestion des données de recherche. On héberge juste dans notre système d'information les métadonnées qui concernent les données de recherche. Donc, Joachim, je voyais aussi, de toute façon, il y a un problème aussi, Oui, oui. j'imagine. Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Donc, les données propres au système système d'information recherche, j'ai jamais entendu qu'il y avait un problème. Non, le problème, c'est les résultats. Mais normalement, ils sont ailleurs. Normalement, ils sont ailleurs. Et en France, pour les publications, par défaut, c'est HAL. Et pour les données de recherche, par défaut, ça va être data.gouv.fr. Enfin, c'est un entrepôt qui est en train d'être mis en place dans le cadre de la politique des open data. Juste une question peut-être qui est en creux de tout ce qu'on dit. Irina nous posait la question. Non, c'est pas ça, c'est Valère Lichinken. En termes d'externalisation, à part Capla, c'est-à-dire qu'il y a une question sur les solutions. Il y a beaucoup de solutions qui existent aujourd'hui. C'est ce que je comprends en creux de cette question. Alors, il y en a quelques-unes. Il y a un rapport justement qui a été fait, alors je crois que c'était l'année dernière, hein, si je ne m'abuse. Par Amélie Monchalin et Patrick Hetzel, si j'ai bien compris, si j'ai bonne mémoire. Non, c'était chez Eurocris. Hein. Il y a eu un rapport sur les différents crises qui existaient en Europe, en l'occurrence. Et donc, il y a différentes offres commerciales. Il y a encore de mémoire un tiers, hein, je pense, des crises qui sont des crises développées maison. Après, c'est pas ceux qui se développent le plus vite en ce moment. On va dire que la plupart des gens qui avaient développé leur crise finissent par se rendre compte que ça coûte finalement plus cher que ce qu'ils croyaient et que c'est dur à maintenir. Et donc, c'est une étude que je recommanderais à la personne qui est intéressée. Hein. Elle est en libre accès sur le site d'Eurocris. Oui, d'ailleurs, c'est pas quelque chose de simple, hein, parce qu'on voit bien que l'AMU aussi travaille sur ces sujets. Jérôme, vous travaillez avec eux, j'imagine, beaucoup. Donc, on voit bien qu'aller jusqu'au bout du processus, c'est compliqué et ça demande beaucoup d'expertise, hein, ça, évidemment. Et ça, de toute façon, les solutions vont se développer. Une question, évidemment, pour vous, Guillaume, parce que la conséquence, quand on a un système d'information performant, évidemment, on pilote, évidemment, on décide, évidemment, on est mieux organisé et on peut proposer ce qu'appellent de ses voeux tous les gouvernements, la science ouverte, ou même l'Europe d'ailleurs. Et on voit bien que c'est une sorte de, je ne dirais pas le petit bout de la lorgnette, mais en fait, une sorte de finalité, hein, la science ouverte. Est-ce que finalement, sans ici, on ne pourra pas aller vers ce concept de science ouverte de manière optimale? Non, ça me paraît impossible, hein, honnêtement, parce que le concept de la science ouverte, c'est quand même donc il y a plusieurs piliers dans la science ouverte. Il va y avoir les publications, il va y avoir les données, tout ce qui est software. On va avoir tout ce qui est science participative. Et pour ça, il faut avoir des structures pour mettre à disposition l'information. Et ces structures, c'est des SI recherche, en fait. Et c'est d'autant plus important quand on parle de sciences ouvertes au niveau d'une région ou d'un pays qu'il faut bien voir que chaque acteur va vouloir participer et plutôt que d'avoir des duplicata, il faut avoir un système qui va permettre de dédupliquer et d'offrir un élément unique. Donc, vous allez avoir toutes les publications à un seul endroit. Vous allez pouvoir on peut imaginer plein de choses à partir du moment où on a un SI recherche pour la science ouverte. Les données ouvertes, c'est effectivement le plus simple, mais on peut imaginer, un des projets sur lesquels on travaille, c'est les maladies orphelines. Et donc, par exemple, aujourd'hui, quand vous êtes donc dans la société, vous avez un de vos proches qui est atteint par une maladie orpheline, comment vous faites pour trouver l'information? Et donc, avoir un SI recherche régional permettrait d'avoir accès à cette information pour peu qu'on la code correctement. Vous pourriez savoir les publications sur cette maladie, qui travaille sur ce domaine, quel hôpital aller voir. Et donc, finalement, la science ouverte, c'est ça à terme. Mais vous avez besoin d'avoir ces systèmes pour... c'est conforme avec l'ambition Datalab, hein, en fait, de ce que veut faire le gouvernement français, d'ouvrir les datas à tout le monde. Et Henri Verdier qui s'en est occupé
qui gère cette dimension aujourd'hui. Mais messieurs, une réaction sur cette dimension science ouverte? Enfin, si la science ouverte, ça implique une partie transparence et intégrité. Et si on veut être transparent, il faut maîtriser les données. Donc, on ne peut pas mettre à disposition quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc, ça, c'est de manière très générale. Après, je crois qu'effectivement, les systèmes doivent s'adapter à la science ouverte parce que la science ouverte implique un certain nombre de choses, des nouveaux indicateurs qu'il va falloir gérer, être capable de gérer, des indicateurs liés aussi à un impact qui, par exemple, à mesurer au niveau des médias sociaux. Donc, avec tout ça, il faut que le système s'adapte et soit capable d'intégrer ça, mais je crois que c'est en train de se faire. À part ça, pour moi, il y a un autre aspect et qui est lié à cet impératif d'intégrité, d'éthique, de transparence. C'est lié à la gestion et tout simplement aussi à l'implémentation de ces systèmes-là. Et donc, je crois que ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, que les systèmes d'information sont impactés par la science ouverte de deux manières différentes. D'une part, par rapport au contenu et aux procédures, mais d'autre part aussi en tant que projet, en tant qu'initiative. Comment sont les relations avec les chercheurs, avec les autres personnels, comment est piloté ce système, etc. Bernard, la science ouverte, c'est quelque chose que vous pratiquez chez vous? Qu'on pratique partiellement, mais de manière prudente, parce qu'en fait aujourd'hui, si effectivement un certain nombre de bailleurs de fonds ont des requêtes de sciences ouvertes, l'Europe en est un, mais le FNRS chez nous, qui est l'équivalent du CNRS mais en plus petit en Belgique. Il n'y a pas plus gros que le CNRS, de toute façon. Non, il n'y a pas. Ont des exigences à ce niveau-là, mais par contre, les financements des universités ne sont pas du tout prévus pour prendre en charge les coûts annexes de la science ouverte. À partir du moment où il vous faut des data champions pour aider les chercheurs à préparer leurs données de recherche pour les rendre ouvertes, aujourd'hui, ces coûts-là ne sont pas pris dans les projets. Donc, moi, je suis RDO à 20%, payé par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour avoir un rôle de Research Data Officer, donc aider nos chercheurs à gérer leurs données de recherche, à 20%. RDO. Il faudrait faire un petit guide pour les index, un CRIS, oui, RDO, SI. RDO. Oh là là. Et voilà, et donc ça c'est le lundi. Les autres jours, le chercheur pleure. Enfin, bon, c'est surréaliste, quoi. Donc voilà, et tout simplement, aujourd'hui, il n'y a rien dans le financement qui sont prévus pour ça. Mais Bernard, il est là le lundi. Heureusement qu'on est quel jour aujourd'hui? On est mardi. On est mardi, mais on a beaucoup de chance, vous faites des extras. Alors, quand j'ai parlé sciences ouvertes avec Jérôme en préparant cette table ronde, il me dit, bon, j'en suis pas encore là personnellement, même si c'est un sujet à l'université. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de sujets à adresser avant de passer à cette phase, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Finalement, j'ai commencé mon propos tout à l'heure en disant, mais vous vous rendez compte qu'actuellement, dans notre situation institutionnelle complexe, même les données de ressources et de financement de la recherche, on peine parfois à les consolider. Je pense qu'en termes d'harmonisation de format, de convergence de format, les données de la recherche, on est sur une autre dimension en termes de complexité. Donc, bon, c'est vrai qu'il faut prendre les choses en l'ordre, sans évidemment s'empêcher de travailler en parallèle les différentes thématiques. Mais aujourd'hui, on voit que les initiatives fleurissent. Et que sur la façon d'indexer, de stocker ces données, on a des choses qui sont très dépendantes des disciplines, des thématiques. Enfin, la convergence des formats aujourd'hui, elle est vraiment à construire. Alors c'est passionnant comme champ, mais là je dois avouer modestement que ça dépasse largement mes fonctions actuelles. Et puis il faudrait plus que le lundi, il faudrait 5 jours sur 5, voire 7 sur 7. Ouais, Joachim. Moi, je parlerai de deux choses. D'une part, c'est que
le ministère d'une manière générale, mais surtout les universités en France dotent de plus en plus de ce qu'on appelle le baromètre de la science ouverte. C'est un outil de monitoring pour dire, OK, on a 44% ou 46% ou 50% de nos publications librement accessibles quelque part sur Internet. Donc, ce sont des indicateurs. Et pour moi, ce sont des indicateurs de pilotage. Donc, on l'utilise d'abord pour faire la communication, certes, mais c'est des indicateurs de pilotage qui, à mon avis, devraient intégrer ce genre de système. C'est typiquement pour moi des indicateurs de pilotage, de gestion qui devraient pas être à part quelque part dans les bibliothèques, mais qui devraient être intégrés dans un système central de pilotage. A. B. D'une manière beaucoup plus précise, c'est qu'il y a un aspect qui est mal géré actuellement en France, c'est les dépenses vis-à-vis des éditeurs pour acheter, entre guillemets, la publication libre accès, les article processing charges. Donc, chacun paye, le CNRS paye, l'INRAE, l'INRIA, et les universités payent tous à plusieurs niveaux et personne ne sait exactement combien. Et donc là, je crois que c'est pareil. Il y a une réflexion quand même engagée dans toute l'Europe. Il y a une étude qui est lancée par... un peu plus qu'une étude, Guillaume, je pense. Oui, non, il y a des réflexions dans chaque pays. C'est vrai que c'est discussion. Et ça dépend des éditeurs, par ailleurs. Donc, réfléchir, c'est une chose, maîtriser ces données, c'en est une autre. Mais tout ce que je voulais dire, c'est que pour moi, ça, c'est un autre indicateur qui devrait être normalement pas quelque part ailleurs, mais au niveau central dans un système d'information et de recherche. Mais c'est un des projets qu'on fait notamment en ce moment, c'est un outil de monitoring de l'open access, tout éditeur confondu. Oui. On participe avec nos partenaires. Vous le faites au niveau européen. Non, là pour l'instant, on le fait au niveau des Pays-Bas. Mais l'idée, c'est vraiment l'objectif, c'est d'atteindre 100% d'open access, tout éditeur. Mais non, mais si l'objectif est une chose, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que pour pouvoir y arriver, il faut un outil de pilotage. Donc, on retombe sur l'obligation d'avoir des systèmes de recherche pour pouvoir piloter, pour pouvoir suivre. Exactement. Parce que sinon, on est totalement aveugle. Tout à fait. C'est ce que je viens de dire. Oui, c'est exactement ça. C'est que pour mener cette politique-là, il faut avoir des outils. Oui. Logiquement, puisque les outils sont là, et ça devrait être à l'intérieur, on a associé. Bon, on voit bien qu'il y a du débat et sur les éditeurs de la recherche, évidemment, sont en pleine discussion. En Italie, il y a eu un gros accord. En Pays-Bas, je crois qu'il y a eu un accord également. Il y a eu beaucoup de choses qui ont avancé. Et vous avez raison, Joachim, c'est un vrai sujet. Cette recherche doit être proposée. Et quel est le modèle économique associé avec des éditeurs qui produisent de la promotion de la recherche, avant tout, puisque c'est leur métier aussi, et de produire de la valeur autour de cette connaissance de la recherche. Évidemment, comment eux-mêmes peuvent aussi assurer ce métier. Moi, j'ai envie de vous poser une question pour conclure notre table ronde. Ça fait plus d'une heure qu'on est ensemble, et c'était passionnant. Est-ce qu'aujourd'hui, le SI Recherche fait partie de la performance dans cette économie de la connaissance où compétitivité, concurrence et, comment dirais-je, excellence sont les maîtres mots? C'est un peu le mot de la fin. Bernard, SI Recherche, c'est aussi votre outil, votre façon d'aller plus loin. Ouais. En fait, le SI Recherche, nous, est le nourrisseur du portail recherche, qui est la partie extérieure de la visibilité, et qu'on promeut en fait auprès de nos jeunes scientifiques en disant n'oubliez pas que vous êtes de passage à l'université, puisqu'il y a peu de chercheurs qui font carrière dans la recherche, en tout cas localement dans l'université. Et donc, c'est leur meilleur outil de promotion personnelle, c'est de nourrir leur profil recherche pour que le portail recherche alors puisse devenir leur plateforme de promotion. Et c'est en fait l'approche qu'on a toujours utilisée vis-à-vis de l'ensemble de notre communauté scientifique, en disant vous avez un peu de travail pour ramener l'information, mais la conséquence de ça, c'est aussi que vous avez une belle vitrine extérieure pour montrer la qualité de vos recherches. Un petit pas pour le chercheur, un grand pas pour toute la recherche. Voilà. Et pour l'institution aussi. Pour l'institution, voilà. Jérôme, l'université, pour présenter l'université aussi, ce sera Joachim et Guillaume conclura. Jérôme. Oui, écoutez, le SI Recherche aujourd'hui, c'est un besoin, c'est ce besoin de vraiment
d'avoir une capacité stratégique sur la recherche. Et puis, effectivement, en tant que gestionnaire, si je peux me permettre, voilà, se doter d'outils pour optimiser les financements publics, et pas que publics d'ailleurs, dont on peut bénéficier. Voilà, on est toujours engagé dans une recherche d'amélioration continue de nos process pour que finalement les ressources qu'on arrive à se procurer aillent d'abord à la recherche, d'abord à l'activité plutôt qu'à la gestion. Il faut toujours rappeler que c'est pour être meilleur, plus performant, mieux organisé, Joachim. Hein, vous conseillez oui, tout à fait. de rappeler. Oui, non, mais ça, j'ai pas besoin de répéter ça. C'est évident, si on veut aller plus loin, si on veut atteindre un certain niveau d'excellence, il faut ces outils-là. Ceci étant, ce n'est pas réservé aux meilleurs, aux plus grands. Je crois que toutes les institutions, que ce soit en France, par exemple, typiquement, les universités UDIS, que ce soit celle-là ou d'autres, je crois que ça fait du bien à tout le monde. Guillaume, le mot de la fin. Alors, Irina nous remercie, elle dit l'appréciation, elle met très bon webinaire. C'est pour vous dire quand même qu'on a été apprécié. Alors, il n'y a pas que Irina, mais il y a beaucoup d'autres monde. Je peux vous dire qu'on a été, ceux qui ont assisté, les spectateurs ont été très attentifs puisqu'ils sont restés avec nous. Guillaume, un mot de la fin. Et puis, on rappelle aussi qu'on pourra regarder en replay, évidemment, ce webinaire et avoir un compte-rendu sur Campus Matin très prochainement. Guillaume. Ah oui, alors peut-être, oui, clairement, un SI de recherche, c'est un outil d'excellence. Ça se retrouve sur différents aspects et c'est assez drôle parce que ce que Gilbert disait au début, c'est moi j'ai vu plusieurs pays, j'ai travaillé dans 14 pays différents et selon les pays, le SI recherche est utilisé différemment comme outil d'excellence. Sur les pays anglo-saxons, on est vraiment sur le showcasing, sur ce que disait Bernard, mettre en avant la recherche à travers des portails de recherche. Et donc, c'est une façon d'aller extérieurement montrer ce qu'on sait faire, d'attirer des collaborations, que ce soit avec des entreprises ou avec d'autres universités. On va avoir toute la partie suivi et donc faire du reporting. Et là, on est vraiment sur le côté européen. Tous les Européens la plupart des pays européens fonctionnent comme ça parce qu'ils ont des assessments, des programmes d'analyse ou de suivi de la recherche, que ce soit en Angleterre, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal. Donc, il y a beaucoup de pays qui fonctionnent comme ça. On va aussi le retrouver de façon un peu plus spécifique pour les classements et les accréditations, où vraiment, avoir un SI Recherche vous simplifie beaucoup la vie. Ah oui, bien sûr. Suivre et puis pour pouvoir répondre à toutes ces demandes d'informations pour les classements et les accréditations. Et puis le dernier point dont on n'a pas trop parlé aujourd'hui, c'est que un SI Recherche vous permet d'avancer sur des choses comme tout ce qui est EDI, donc équité, diversité, inclusion, sur par exemple tout ce qui est l'équilibre entre hommes et femmes. Comment vous le faites si vous n'avez pas l'information? Et donc, pour pouvoir vous améliorer sur ces choses-là, et ça participe à l'excellence, il faut un SI Recherche. Ouais. Alors, on pose une question sur la présence de l'AMU. Mais on les avait invités à l'AMU. Nous, on aime beaucoup l'AMU. On travaille beaucoup avec eux quotidiennement. Et ce n'était pas possible sur cette table ronde. Et évidemment, ils seront bienvenus pour les prochains webinaires, avec les Evir ou pas. Mais on les accueillera avec plaisir. Donc, merci pour vos questions. Merci pour tout. Quelqu'un veut ajouter un dernier mot sur ce thème-là, où je crois qu'on a balayé quand même pas mal la problématique. Après, ça deviendrait trop technique. Et là, comme vous disiez, il faudrait plus que le lundi, Bernard. Merci beaucoup et je vous souhaite une très belle fin de journée et à très bientôt. Merci. Merci. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.